apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. François Claus, Mathieu Charrier. Et tous les jours, François, vous discutez avec nos auditeurs. Premier sujet aujourd'hui, la violence de la vie politique. Oui, on voulait les solliciter sur ce thème, puisque vous avez peut-être entendu Stéphane Le Foll ce matin sur Europe 1. C'était la première question de Jean-Pierre Elkabbach et qui avouait cette violence sous-jacente dans la vie politique. Il s'est confié sur ce thème. Et puis, dans le même temps, nous avions les informations donc sur Myriam El Khomri, la ministre du Travail, dans l'œil du cyclone médiatico-politique depuis maintenant un mois, qui annonçait qu'elle annulait tous ses rendez-vous dans la journée. On est encore un petit peu dans l'incertitude sur les causes de ce malheur. Roselyne Bachelot, l'ancienne ministre, nous fait le plaisir de rester avec nous. Rebonjour, madame. Vous nous avez révélé d'ailleurs tout à l'heure que vous-même, vous aviez été victime de ce phénomène de burn-out. Vous pourriez revenir un petit peu sur cette manière dont vous avez été, vous, totalement assailli par la dureté de la tâche? Oui, effectivement, surcharge de travail considérable qui vient s'ajouter au problème personnel d'un décès d'un proche, mon père en l'occurrence, et tout d'un coup, eh bien, les plombs se mettent à sauter parce que vous avez des journées de 13 heures, sans vacances, sans sortie, sans vie familiale, et puis au-delà de cela, le sentiment souvent d'une impuissance et d'une cruauté. On vous demande quelque chose, et puis 2 jours après, on vous demande de faire l'inverse, des injonctions contradictoires qui viennent de votre Premier ministre, du Président de la République, et un sentiment que tout d'un coup, vous n'allez plus y arriver. Et je ne sais pas ce qui est arrivé à Madame El Khomri, mais si elle a, dans des circonstances actuelles, si elle était victime de ce même phénomène, ça ne serait pas très étonnant. Ça se comprendrait, très bien. Alors, beaucoup d'appels, évidemment, au standard sur cette question, notamment des élus, et c'est particulièrement intéressant. Je voudrais joindre Eric, qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour, Eric. Oui, bonjour. Vous êtes vous-même élu, hein, Eric? Oui, bien sûr, tout à fait. Je suis maire de la Bourboule, tout à fait. Alors, nous écoutons votre témoignage. Oui, vous vivez, vous, cette violence plus ou moins sous-jacente ou exprimée? Alors, il y a 2 choses, effectivement. La vie politique, politicienne, elle a toujours été violente. À partir du moment où il y a un seul élu et des candidats, il y a forcément une violence qui s'exprime. Mais ça, c'est la bataille, on va dire. C'est la bataille, effectivement, ça c'est classique. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui, on voit bien que la relation à l'autre, elle a changé au niveau de la société, qu'elle s'est durcie, qu'on accepte de moins en moins la contradiction. Et les élus se retrouvent tous dans la même situation, c'est-à-dire qu'on doit faire plus avec moins et on doit répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens, avec des moyens qui sont de plus en plus réduits. Donc c'est vrai que tous les matins, il faut quand même avoir la foi chevillée au corps et puis avoir un engagement sans faille pour se lever et affronter un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est quand même extrêmement impactant parce que je pense que Roselyne Bachelot partagera cette analyse. Quand on rencontre les gens, c'est rarement pour nous féliciter. C'est plutôt pour nous dire ce qui ne va pas et ce qu'on devrait faire. Et c'est vrai que quand on est face à des situations personnelles extrêmement difficiles, on ne peut pas finalement encaisser ça sans finalement avoir sans avoir vraiment des effets péjoratifs par rapport à notre santé ou à notre mental. Ça c'est bien évident. Vous Eric, vous êtes à la fois comme beaucoup de maires, par exemple en France, élus et actifs à côté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est de plus en plus difficile aussi pour vous de concilier les deux? Alors c'est extrêmement difficile. Effectivement, la République ne baisse pas le rideau le vendredi à 17h. Donc les élus locaux, nous sommes sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les élus nationaux bien évidemment. Donc c'est vrai que... En même temps, vous le saviez avant, Eric, ça? Alors bien évidemment, et si on accepte effectivement ces responsabilités, c'est bien parce qu'on pense qu'on doit être utile quelque part et à quelque chose, et qu'aujourd'hui on assume effectivement cette responsabilité parce que on espère apporter un mieux-être à nos concitoyens. Et le temps passé finalement à traiter les dossiers, à essayer d'apporter du mieux-être à nos concitoyens, c'est sans doute cela qui nous motive encore à continuer le travail. Merci beaucoup, Eric. Alors oui, réaction immédiate. Oui, Roselyne ce qui est intéressant chez Eric, dans ce qu'il dit, c'est que finalement on est soumis là encore à des injonctions contradictoires. On dit écoutez, non, vous plaignez pas, vous l'avez bien cherché, vous avez voulu le faire. Bah oui, mais enfin quand même on peut regretter un certain nombre d'évolutions de la société. Regardez, j'écoutais Manuel Valls au salon de l'agriculture. Il y avait des manifestants qui disaient ouais, vous faites rien. Ils seraient pas venus au salon de l'agriculture, on leur a engueulé. Et puis ensuite il dit vous venez là pour vous pavaner, comme s'ils venaient pour se pavaner au salon de l'agriculture, ça m'étonnerait beaucoup. Donc on est sans arrêt tiraillé par des demandes qu'on ne peut pas satisfaire.
Mathieu Charlier, réaction sur le hashtag E1 midi. Il y a beaucoup de tweets effectivement qui confirment cette défiance vis-à-vis des politiques. Il y en a par exemple Alain qui dit « La violence est partout, pourquoi pas chez les politiques ?» Libre sportif, cette violence c'est à l'image de notre société. SC Observateur, que ces politiques aillent dans le privé juste une fois. Et puis il y a une remarque de Nicolas qui dit « Elle est devenue violente la politique depuis l'arrivée de Sarkozy en 2007 qui a désacralisé la fonction ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Il ne faut pas confondre la maladie et les symptômes, la cause et les conséquences. Qu'effectivement, il y a eu une désacralisation de la politique, mais elle est en même temps réclamée par les mêmes concitoyens qui nous disent il faut surtout pas un fonctionnement monarchique qui protégeait aussi les politiques, qui en termes de récompense leur permettait de savourer, une certaine considération. Il faut être proche des gens, il faut être sur le même plan qu'eux et se faire engueuler à loisir. Donc dire que la violence de la politique est due à Sarkozy, même si parfois il a eu des conduites inappropriées, je serais tout à fait la première à le reconnaître. Non, je pense que c'est pas juste. Alors nous avons Olivier qui nous appelle également. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Vous êtes également un élu, Olivier, et d'après ce que je vois, vous souffrez aussi. Je souffre, oui, surtout de l'image de marque qu'ont les élus, qui effectivement, comme le disait Eric, votre précédent interlocuteur, on est là uniquement pour se faire insulter, pour avoir juste des réactions, effectivement, ça n'est jamais bien, on ne fait jamais bien. J'ai vu des choses dans le bureau du maire de la commune dont je suis élu, j'ai vu des courriers anonymes, vous savez, comme dans les films avec Bébel, les lettres découpées dans les journaux, ou le corbeau du célèbre Clouseau. Oui, exactement. Faut quand même imaginer recevoir la dureté que c'est de recevoir une lettre comme ça. Parce que les gens pensent que les élus de la commune sont responsables de tout et de tous les maux, et que dans le cas présent, il s'agissait d'un abattage d'arbres au bord d'une nationale. Sauf que la commune n'est pas responsable de cela, c'est directement la DRIR. Donc c'était une lettre d'insulte, de menace à la mauvaise personne. Donc vous imaginez, les gens insultent tout le monde, les élus, pour uniquement cracher leur venin. Et ils crachent leur venin, pourquoi selon vous ? Parce que ce sont des gens inquiets, ce sont des gens qui n'y croient plus, tout simplement. Est-ce que vous devenez l'exutoire à une forme d'inquiétude plus générale sur le présent et sur l'avenir ? Mais je peux pas vous dire pourquoi ils crachent leur venin comme ça. Mais regardez Madame Bachelot, que je respecte, qui fait faire des millions de vaccins pour, au cas où il y aurait une épidémie de H1N1 et qui par chance il ne se passe rien. Il ne se passe rien en France. On la critique parce qu'elle a dépensé des millions d'euros. Mais s'il y avait eu des dizaines ou des centaines de morts, qu'est-ce qu'on aurait dit sur cette dame ? Elle s'est fait flinguer alors qu'elle a essayé de sauver des vies. Moi, je vois on se fait insulter parce que c'est peu comme ça n'est jamais bien. Mais les gens n'essayent pas de voir le coup d'après. La politique, je vais pas dire la politique, les choses publiques, les avec tout ce que vous nous dites là, Olivier, vous continuez ? Vous n'avez pas envie d'arrêter, de tout envoyer balader ? Alors vous allez me dire, ouais, je suis sadomaso. On est sadomaso de faire ça. Mais il y a quelque chose, c'est qu'on croit aux affaires publiques, on croit à une évolution. Peut-être que c'est une utopie, mais on essaye. Moi, je suis relativement jeune, et là, il y a peut-être un problème aussi, si je puis me permettre. J'ai 43 ans, je me retrouve secrétaire de séance lors des conseils municipaux. C'est-à-dire que je suis le plus jeune dans un conseil municipal à 43 ans. C'est une honte. Alors, ce problème-là, je voulais entendre Roselyne Bachelot, excusez-moi de vous couper, Olivier, mais on n'a plus le sens du
du public, où les gens ne pensent que vous n'incarnez plus ce sens du public, vous, Oui, les hommes politiques. D'ailleurs, les mêmes qui refuseront de bouger pour assister au conseil d'administration d'une association ou d'assister à un conseil municipal où ils pourraient faire des choses ou d'avoir une démarche citoyenne, c'est facile de faire de la politique en restant devant sa télé. Il y a un point pour continuer sur Olivier qui dit des choses très justes, c'est qu'effectivement, on ne trouve plus dans la jeune génération des gens qui veulent sortir de chez eux pour faire de la politique. C'est très dangereux. Il y a un dépérissement de la vie politique, une hyper-professionnalisation. Et puis un point sur lequel je voudrais insister également, c'est que cette violence, elle touche vos proches. Et que l'homme ou la femme politique, on voit par exemple, le statut d'un enfant de politique à l'école, soumis à des moqueries, à des attaques, à des insultes, y compris des professeurs, qui lui demandent compte pour ses parents. Et vous êtes là à essayer de protéger vos proches, parce que nous encore, l'exercice du pouvoir vous donne certaines satisfactions, vos proches, ils ont que le paquet de merde. Réaction sur le hashtag, Mathieu. Midi, oui, Garance qui nous dit « Est-ce la vie politique qui est violente ou la vie médiatique ?» Finalement, avec la médiatisation de cette politique. Effectivement, on parle de Twitter, on parle de Facebook. Est-ce que ça joue ça va pas nous permettre justement, bonne remarque, d'entendre Édouard sur cette question. Il nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Édouard. Oui, bonjour. Vous pensez qu'il faut être blindé, vous, et que par rapport notamment à la pression des réseaux sociaux? Je pense que, dans les interventions précédentes, puis de Madame Bachelot également, je crois que a bien été posé le problème aujourd'hui du politique dans notre société. Ceci dit, certains l'ont évoqué également, personne ne les oblige. C'est un choix. Dès le départ. Et puis ensuite, je pense qu'effectivement, quel que soit le niveau d'élus national, ministre ou même d'élus locaux, je pense que ça nécessite à la fois une préparation personnelle, intellectuelle, presque morale, parce que l'éthique ça compte dans ce métier-là, dans cette activité-là. Et puis je pense que ça nécessite une vraie préparation, une formation. On ne débarque pas ministre simplement parce qu'on a un beau look ou parce qu'on est sympathique ou parce qu'on incarne le jeunisme, le renouvellement ou autre. Oui, et là on est sur ça nécessite quand même d'avoir... Bien sûr, vous avez absolument raison, c'est le problème de l'image, souvent au détriment. C'est le problème de l'image, absolument. Merci pour votre appel, Édouard. Très, très important. Un bref commentaire de Roselyne Bachelot. Je suis obligé de vous couper, excusez-nous, parce que je voudrais pas que ce soit une plainte, parce que cet auditeur a raison, on a choisi. Mais il faut plutôt se demander, est-ce que ça fait bien fonctionner la démocratie ? Parce que les premières victimes de ces dysfonctionnements de la politique, après tout, ne sont pas d'abord les politiques, sont d'abord les citoyens. Merci beaucoup Roselyne Bachelot, merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir appelés si nombreux sur cette question. Une courte pause, et croyez-moi, ça n'a aucun rapport, on parle des pesticides dans une seconde. Quoique. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. François Claus, Mathieu Charrier. Et vous continuez, François, de discuter avec nos auditeurs. Deuxième sujet aujourd'hui, les pesticides. Est-ce qu'ils vous inquiètent ? Oui, on a été frappé par ce rapport sorti ce matin et par le documentaire de Martin Baudot de Première Ligne, société de production. Et c'était pour quelle émission Cache Investigation, il y a tout juste un mois, nos enfants en danger. Nous avons évidemment là également de nombreux appels, notamment celui de Jean-Yves qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Nous écoutons votre témoignage. Vous vivez à la campagne, les Yvelines c'est Île-de-France, mais vous êtes en pleine campagne. Oui, tout à fait. J'habite le 78, donc pas très loin de Paris, entre Saint-Quentin en Yvelines et Montfort-l'Amaury, et je voulais témoigner sur le danger des pesticides. Voilà. Il y a 7 ans, j'ai perdu mes 2 chiens suite à l'épandage de ces engins de mort, les tracteurs que vous voyez dans les champs avec des grands bras. Ce sont des pesticides et ce sont, une première fois, j'avais pas fait attention, ils avaient mes haies de jardin qui jouxtent le champ des paysans avaient été brûlées. J'avais signalé la chose à la mairie qui était venue constater. Et puis 1 an après, j'avais fait j'étais sorti, j'avais été promener mes chiens dans les champs. Ils avaient mangé beaucoup d'herbes ce jour-là. Et ce que je ne savais pas, c'est que je l'ai su après, c'est que ces champs avaient été aspergés avec ces engins de mort, là, les tracteurs avec les grands bras, donc qui déversent des pesticides. Ils avaient mangé beaucoup d'herbes.
Donc, je suis rentré. J'avais un Labrador et un Westie. Tous les deux ont vomi du sang. Et quand je les ai sortis après, ils ont fait leurs besoins avec du sang. Bien. Le petit chien, le Labrador a mangé. Le petit chien n'a pas mangé. Donc, le lendemain matin, je suis allé chez le vétérinaire qui m'a dit, bon, il avait 42 fièvres, le petit chien, le gros moins. Et il m'a dit... Est-ce que vous, Jean-Yves, vous ressentez également des symptômes ? Alors absolument, parce que chaque fois que depuis cette histoire, ça m'a sensibilisé, et chaque fois que les paysans, parce qu'il y a plusieurs paysans, arrosent leur champ avec ces engins de mort, chaque fois qu'ils arrosent et que je suis dehors, je saigne du nez. Ah oui, vous le ressentez immédiatement. Alors, à notre Jean-Yves, autour de la table, Martin Boudot, qui a réalisé donc ce documentaire qui nous a tous frappés, est là. Est-ce que ce sont, Martin, des témoignages tout à fait courants, ce qu'on vient d'entendre ? C'est surtout le cas pour les agriculteurs. Souvent, il y a pas mal de cas de saignement de nez après épandage de pesticides. Ce qui est intéressant pour le cas des riverains... D'ailleurs, ce paysan, la voisin de Jean-Yves, est mort d'un cancer de la moelle épinière. Difficile de faire un lien direct, oui, tout à fait, difficile. Le fait est que c'est une donnée. Mais ce qui est intéressant, c'est un truc très, très factuel. Les agriculteurs, souvent, quand ils épandent des pesticides, ils ont l'interdiction de rentrer dans les champs. En tout cas, les salariés agricoles ont l'interdiction de rentrer dans les champs pendant 24 ou 48 heures. C'est pas du tout le cas des riverains. Quand on épand des pesticides, les riverains, ils ont aucune obligation légale de fermer les portes ou de faire attention, d'ouvrir les fenêtres, etc. Donc ça, c'est intéressant. Mathieu Charrier. Oui, ça réagit beaucoup sur Twitter, hashtag E1midi. Par exemple, Rikou qui nous dit « Ça y est, la pesticiphobie est en route, pas d'amalgame, il y a aussi des pesticides inoffensifs. » Et puis Ludovic, lui, apporte son analyse. Il dit « C'est aussi parce que les outils d'analyse permettent aujourd'hui de détecter des traces de plus en plus petites. » Est-ce que c'est vrai ça, Martin Boudot ? C'est vrai qu'on peut regarder dans vraiment l'infiniment petit, mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'infiniment petit est prouvé d'être de plus en plus dangereux. Les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux, ils agissent à très faible dose. Et donc ça, c'est pas parce que c'est petit que ça n'a aucun impact. Et par ailleurs, la pesticiphobie, oui, il faut faire attention. Il y a des pesticides qui sont pas dangereux, il faut le dire, très clairement. Mais il y a une grande partie qui est dangereuse, cancérigène, mutagène, reprotoxique, neurotoxique, qui attaque le développement hormonal. Donc il faut pas non plus être angélique là-dessus. Alors justement, on va appeler Bruno, mais en remerciant Jean-Yves pour son appel. Bruno qui lui est justement agriculteur dans le département de l'Aisne. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment vous réagissez à tout ce que vous entendez là sur le terrible constat des pesticides dont certains, disons-le, sont peut-être plus dangereux que d'autres ? Moi, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur les pesticides. Il y a une étude qui est sortie de la MSA il n'y a pas longtemps, de la Mutualité Sociale Agricole. Elle s'appelle Agrican. Et on s'aperçoit que les agriculteurs, c'est les moins touchés par tout ce qui est cancer, lymphome, maladie d'Hodgkin, etc. Ils sont les moins touchés par rapport à la population civile, entre guillemets. Et donc, alors, je vous redonne la parole dans un instant. Réaction immédiatement de Martin Boudot à ce propos. C'est l'étude qui est toujours prise par le lobby des pesticides en disant s'il y a un problème, les agriculteurs seraient les plus touchés. L'étude, elle est en cours. On s'est rendu compte notamment que certains cancers étaient plus présents chez les agriculteurs. Mais de manière générale, ils vivent plus longtemps, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais l'étude, elle est toujours en cours. Et figurez-vous que cette étude, elle va donner ses résultats sur les cancers d'ici quelques mois, une petite année. Donc, pour l'instant, l'étude, on ne peut pas en sortir grand-chose. Elle porte sur combien de personnes pour être suffisamment significative ? Je ne peux pas vous dire. C'est des gens qui sont inscrits à la Mutualité Sociale Agricole, mais c'est à la fois des agriculteurs et à la fois aussi des secrétaires du Crédit Agricole, par exemple. Donc, il faut faire attention. Vous, au quotidien, vous avez une psychose vis-à-vis de ces produits. Vous-même, vous nourrissez une certaine peur ou vous êtes totalement serein ? Pas du tout, parce que en fait, les pesticides, il faut pas oublier, on soigne des plantes. Quand vous avez mal à la tête, quand vous avez du diabète, quand vous avez des symptômes pour votre santé, vous prenez des médicaments. Le Diamicron, par exemple. Le Diamicron, c'est un médicament anti-diabète. Le Diamicron, c'est une sulfonyluréa. On en met dans nos champs de blé pour désherber le blé. Alors, pourquoi il faudrait arrêter en mettre dans le blé et surtout ne pas en prendre quand on est diabétique? Il faut vivre un petit peu avec son temps. La chimie, elle est là. C'est la croissance, on ne peut pas revenir en arrière. Et il faut savoir que si on mettait pas de pesticides dans les champs,
nos rendements en blé, betterave sucrière, orge, maïs, ils seraient moitié moindres et on mourrait de faim en France. Il faut pas l'oublier. Entre la faim et les pesticides, choisissons le moindre mal. Non, je plaisante et ça devrait pas être sur ce thème de la plaisanterie, vu la gravité du thème. Les réactions, Mathieu, sur les réseaux. Ouais, sur Facebook, notamment Quarry qui nous dit « Depuis que j'ai travaillé une saison à la cueillette, j'ai arrêté de manger des pommes. Ça me brûlait les mains de les cueillir 8 heures par jour après qu'ils aient été pulvérisés par des produits. » Et puis il y a aussi Sébastien qui nous dit « Les agriculteurs utilisent des pesticides parce que le consommateur veut des pommes parfaites. » Oui, alors ça c'est également une remarque très pertinente, alors qu'on le sait tous, une pomme fripée, voire déjà un peu marquée, a souvent meilleur goût qu'une pomme bien lisse, totalement fade. Martin Boudot. Les pommes, c'est 23 traitements de pesticides en moyenne par an sur une saison. Donc c'est vrai qu'il faut se poser la question. Nous aussi, consommateurs, on a clairement notre responsabilité. On a voulu avoir des produits qui sont sans défaut, qui sont parfaitement beaux, etc. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on a parfois des prix qui sont beaucoup trop bas. D'acheter 99 centimes un kilo de tomates, enfin j'exagère, mais c'est pas normal. C'est pas normal, il y a un problème. Donc il y a un travail derrière, qui doit être au juste prix. Merci à Bruno pour votre témoignage. Un dernier auditeur sur ce thème, Patrick, qui nous appelle du département du Var. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Alors, moi, je vais vous parler par rapport à l'auditeur précédent, là, qui disait que presque les pesticides, c'était bien. Moi, je voudrais savoir pourquoi on donne des MAE. Par exemple, nous avons un lac dans le Var qui s'appelle le lac de Carcès, où il y a plein de viticulteurs qui pulvérisent tout plein de pesticides et tout plein de désherbants. Et on leur donne des aides pour qu'ils arrêtent de désherber, qu'ils arrêtent d'utiliser leurs pesticides, parce que cette eau du lac fournit en eau l'eau de Toulon, publique de Toulon, et ils se sont aperçus que les gens de Toulon, même les petits, étaient de plus en plus malades, avaient de plus en plus de cancers. Donc pourquoi maintenant l'État propose des MAE à des gens qui pulvérisent des mauvais produits? Donc ça veut dire que le pesticide est vraiment un produit dangereux, quoi. Donc on va donner de l'argent à ces gens-là pour qu'ils arrêtent de pesticider, qu'ils arrêtent de désherber, pour pouvoir passer après les griffes ou alors traiter autrement, quoi. Je précise d'ailleurs, Patrick, que vous êtes agriculteur bio, bien évidemment. Agriculteur bio, ouais. Martin et ce que je voudrais rajouter, allez-y, très rapidement. Ouais, il faudrait reprendre un petit peu la théorie du terroriste. Hein. Quand le terroriste tire, c'est le terroriste qu'on arrête, c'est pas Kalachnikov. Hein. Oui, donc, réponse de Martin. Aussi, de temps en temps, retaper un petit peu sur les agriculteurs plutôt que de leur donner de l'argent pour qu'ils arrêtent de pesticider, quoi. Alors, réponse de Martin Boudot, très rapidement. Ce qui est intéressant, effectivement, là, avec le témoignage de votre auditeur, c'est que on se rend compte que les pesticides, on les retrouve dans quasiment tous les cours d'eau. Tous les cours d'eau en France sont je ne veux pas dire une bêtise, mais je crois que c'était 90% des cours d'eau en France dans lesquels on retrouve des pesticides. Et par ailleurs, dans l'eau potable en France, ça nous coûte entre 230 et 330 millions d'euros par an pour nettoyer les pesticides dans l'eau potable. Donc voilà, si on veut avoir d'autres alternatives, c'est aussi parce qu'on y a un intérêt financier. Merci beaucoup Martin Boudot d'être venu. Fin du forum avec les auditeurs. On se retrouve demain tout aussi nombreux, je l'espère, au Standard où Capucine Patouillet vous accueillera.